Bonsoir à tous ou bienvenue dans le 19h30. Voici les titres. Ce vendredi, le monde entier célèbre la Journée mondiale des abeilles, une journée qui vise à sensibiliser les populations à la protection de cet insecte pollinisateur de plus en plus menacé par les activités humaines. Et puis, fin de suspense à la Fédération ivoirienne de football, le Français Jean-Louis Gasset prend la tête des éléphants avec son adjoint l'ex-international Emers Faye nommé au même moment. Jean-Louis Gasset a pour mission de remporter la CAN 2023 ou atteindre la barre des demi-finales. Voilà pour le programme. On en parle rarement, mais c'est une des questions qui pose beaucoup de difficultés aux gestionnaires des ressources humaines de plusieurs entreprises. La gestion de la rémunération des salariés, le calcul des droits d'impôt, de cotisations ou encore des congés payés. Nous en parlerons en toute fin de journal avec Emmanuel Alomo-Kobenan, auteur de l'œuvre « Les secrets de la paix ». Nous vous le disions à l'instant, de plus en plus d'Ivoiriens sont amoureux de la chose apicole. La survie de l'abeille, un insecte qui participe de la reproduction de l'humanité, leur tient à cœur. À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles célébrée ce 20 mai, ils ont exprimé leur inquiétude face à la disparition de cet insecte pollinisateur. Le reportage de nos équipes dans nos prochaines éditions. La conférence des partis sur la désertification a fermé ses portes ce vendredi 20 mai. Débutée le 9 mai dernier, la COP15 avait pour objectif de réunir les forces et les ressources pour lutter contre la désertification. 2,3 milliards de dollars américains ont été récoltés pour la mise en place de l'initiative d'Abidjan, l'épuisement des ressources en eau, la dégradation des terres, la déforestation, l'agriculture intensive étaient durant 2 semaines au cœur des discussions. Les acteurs du milieu du caoutchouc ont désormais un moyen de vérifier la qualité de leurs produits. Une entreprise spécialisée en fabrication d'équipements de contrôle de qualité du caoutchouc naturel a organisé ce jeudi à la zone industrielle de Yopougon un séminaire de formation à leur intention. Cette formation devrait permettre aux industries du caoutchouc d'optimiser leurs produits à travers des équipements fiables. Le reportage de Nou Sangaré. Les acteurs du secteur du caoutchouc renforcent leurs capacités pour contribuer efficacement au rayonnement de leur milieu. À l'initiative de cette formation, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'équipements de contrôle de qualité des caoutchoucs non vulcanisés. Par ce renforcement des capacités, l'entreprise initiatrice entend permettre aux industries du caoutchouc d'optimiser leurs produits finis à travers l'utilisation des équipements fiables. Nous assistons à un séminaire qui réunit les industries du caoutchouc afin de leur présenter nos solutions pour améliorer la qualité de leurs résultats dans les différents laboratoires. Nous avons plusieurs solutions en termes de matériel de contrôle qualité, sur les mesures de viscosité, de plasticité. Et ces appels permettent d'améliorer la productivité. Une initiative qui vient à point nommé selon les responsables des industries de caoutchouc. Voilà, si vous avez présenté un peu son matériel, l'ensemble de ces outils qui permettent d'améliorer la traçabilité dans le système du caoutchouc. Voilà, c'est vraiment une très bonne initiative pour vraiment notre domaine du caoutchouc. Le séminaire de formation s'est déroulé autour du thème « Détermination des caractéristiques des qualités du caoutchouc naturel ». Dans ce journal, nous parlons aussi d'éducation. Savez-vous que le mandarin, cette langue parlée en Chine et dans plusieurs pays d'Asie, intéresse de plus en plus les élèves de Côte d'Ivoire? Dans nos écoles, plusieurs clubs voient le jour pour enseigner le mandarin aux élèves au regard de l'importance de la Chine dans le tissu économique mondial, mais aussi des énormes possibilités qu'offre cette langue. Le club des élèves amis de la Chine de l'école internationale George Washington de la Riviera Anono vient le voir le jour. C'était sous le regard de Clément Boko. Promouvoir les échanges et partages culturels entre la Chine et la Côte d'Ivoire à travers l'apprentissage de la langue chinoise. Un enjeu majeur du club des élèves amis de la Chine. Ce club est désormais fonctionnel à l'école internationale George Washington de la Riviera Anono. Pour moi, c'est comme l'anglais. C'est une langue qui peut me permettre d'avoir plusieurs formations à travers le monde. Comme je serai en terminale, alors que j'aurai mon bac, je pourrai voyager et ainsi avec mes partenaires parler le chinois tout comme l'anglais en fait. Cette cérémonie vise à confirmer la volonté des établissements à s'intégrer à l'apprentissage de la langue chinoise
et surtout leur volonté d'offrir une opportunité d'avenir aux enfants en les orientant vers la nouvelle destination qui est la Chine. La fondatrice de l'école entend promouvoir les vertus de la coopération sino-ivoirienne en matière d'éducation nationale. Nous voulons vraiment que nos élèves puissent compétir sur le plan international, que nos élèves puissent s'ouvrir au monde extérieur. C'est ce qui nous a motivés à créer ce club des élèves amis de la Chine. Et par ricochet, créer une coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La représentante de l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire, Wen Yao, pour sa part, rappelle que l'ambassade de Chine sera toujours aux côtés de ceux qui œuvrent pour la promotion de la culture chinoise. L'ambassade de Chine accorde plus d'attention à la vulgarisation du chinois en Côte d'Ivoire pour mieux promouvoir la compréhension entre nos deux pays. À ce jour, une vingtaine de clubs de ce genre ont été installés dans les établissements secondaires à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ces clubs sont animés par des enseignants de l'Institut Confucius et des Ivoiriens autodidactes et encadrés par le réseau des enseignants amis de la Chine. Il n'est jamais assez de parler d'éducation. Continuons donc avec le concours littéraire du Conseil d'enseignement français du lycée de garçons Nyalega Jérémy de Bingerville. Cette deuxième édition a enregistré une participation record des élèves de l'établissement. 410 candidats en tout, mais seulement 35 d'entre eux ont été retenus et récompensés. Revivons avec Anicette Conan-Blessing cette belle fête littéraire. Souleymane Ouattara est l'un des vainqueurs du concours littéraire du premier cycle. Il a obtenu 19 sur 20 de moyenne. J'ai lu le roman pendant au moins une semaine. Et la semaine qui a suivi, j'ai fait des exercices, des dictées lacunaires. Même avant ça, je faisais des dictées sur des romans choisis au hasard. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très content d'avoir gagné. Ce championnat de lettres a permis aux élèves de faire montre de leurs talents en culture générale, dictée et lecture. Sur 410 candidats, seuls 35 ont été retenus et primés. Je me suis placé en tant que gagnant. J'ai réfléchi maturement et j'ai été heureux d'avoir pu gagner ce concours. Cette compétition est à sa deuxième édition, une initiative du Conseil d'enseignement français. Ce concours vise à prôner l'excellence d'une part et d'autre part, encourager les élèves à aimer la lecture. Les jeunes ont été sensibilisés au danger de l'immigration clandestine lors de ce rendez-vous littéraire. Nous avons remarqué que nos enfants n'aiment pas la lecture. Là, il fallait trouver un terrain pour les amener à voir l'importance de la lecture dans le développement d'un citoyen de demain. Dans notre pays, tous nos enfants sont intéressés par l'Eldorado. Ils ont l'impression que leur avenir dépend de l'Europe. Et pour les motiver à découvrir les réalités de cette aventure, nous avons proposé la lecture de cette œuvre, le destin des clandestins. La marraine de cette deuxième édition a salué les efforts consentis par le corps enseignant pour l'encadrement des élèves. À sa suite, le proviseur du lycée de garçons Nyaleba Mémé Jérémy de Bingerville s'est réjoui de cette initiative du Conseil d'enseignement français. La lecture est d'abord importante pour leur développement. Ensuite, ça leur permet d'acquérir des outils du langage pour faire face justement aux différents devoirs qu'ils pourront traiter. Parce que toutes les évaluations se font en français. Pour pouvoir résoudre ces questions, il faut bien parler français. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition du concours littéraire du Conseil d'enseignement français en décembre 2022. Malheureusement, la route a encore fait des victimes. 2 accidents de la circulation ce matin ont fait plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels et fort heureusement, aucune perte en vie humaine. Le premier sur l'autoroute du Nord, précisément au carrefour Pakobo, à environ 72 km de Yamoussoukro, et le second à la sortie de Tiébissou. Le récit de Parga Sorokone, d'Emadangui. Une dizaine de blessés couchés sur le bitume. Il est un peu plus de 8 heures et nous sommes
au carrefour Pakobo, sur l'autoroute du Nord, à environ 72 km de Yamoussoukro. Des blessés qui, pour les uns, étaient dans ce véhicule de type 4x4 et pour les autres, dans ce minicar de 18 places. Que s'est-il passé? Le chauffeur et des passagers du minicar nous donnent leur version. Donc, je quittais Abidjan, je suis arrivé ici, j'ai garé. J'ai fini de prendre les clients, j'ai décollé. J'ai vu, il y avait un véhicule qui était derrière moi, j'ai freiné. Dès que j'ai freiné, le massa a passé et le 4x4 est venu, il m'a percuté par derrière, plus le véhicule encore. Le chauffeur du véhicule Massa, il ralentissait pour décharger, pour que quelqu'un descende. Et en même temps, la 4x4 est venue percuter derrière. Les explications des occupants du minicar battus en brèche par le chauffeur du véhicule de type 4x4, mal en point visiblement. Je venais, le Massa était garé. Au moment où je m'engageais à le dépasser, il est sorti un coup devant moi. Pour l'heure, les blessés se tordent de douleur et attendent avec impatience les secours. Mon cou, j'ai reçu un choc violent. Je sens la douleur au niveau de mes deux épaules. Je ne sens plus mes jambes même. Un peu plus loin, précisément à la sortie de Tébissou, un autre accident de camion remorque. L'un en partance pour le Mali, quand celui qui malheureusement se retrouvait en brousse renversé avait pour destination Abidjan. La cause de l'accident, le mauvais dépassement. Le pont là, c'est vrai, c'est petit, mais il y a un camion qui est devant, lui, il a freiné. Pour que nous, on puisse avoir l'accès sur le pont pour passer librement. Donc la voie est libre, donc il faut passer librement. Lui qui est derrière lui devait freiner aussi, il n'est pas freiné. Lui, il est sorti derrière lui, il y a un dépassement. Je revenais de Tébissou quand il y avait un camion devant moi. Et il y avait une moto qui a tout juste freiné subitement. Donc j'ai voulu dévier la voiture qui venait en face. Et j'ai tiré mon frein à main, ça ne prenait pas. J'ai appuyé le frein aussi, ça ne prenait pas. Donc du coup, le camion qui venait en face, à tergiversé, il m'a esquivé. Et c'est le ben de l'arrière qui m'a coincé. Donc du coup, je suis resté bloqué dans la voiture. Au moment où nous quittions les lieux de deux accidents, aucune perte en vie humaine n'avait été enregistrée. Mais les dégâts matériels, eux, sont considérables. Prudence et prudence, car la vitesse et le mauvais dépassement, mais aussi le non-respect du code de la route, tuent. Oui, Pargasso reconnaît, vient de le dire. Prudence, car la vitesse tue. Nous vous le disions en titre, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur. Le Français Jean-Louis Gasset succède à son compatriote Patrice Baumel avec son adjoint, l'ex-international Emers Faye. Jean-Louis Gasset a pour mission de remporter la CAN 2023 ou atteindre la barre des demi-finales. Nous prions vivement pour la première option. L'annonce a été faite à 11h30 ce vendredi au siège de la Fédération ivoirienne de football par Yacine Idriss Diallo. Patrick Dadier. Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire et son adjoint, un Ivoirien, Emers Faye, conformément à la promesse de campagne du président Yacine Idriss Diallo. En compétition avec 21 autres sélectionneurs, dont Philippe Bernard Troussier ou encore Sébastien de Sabre, le technicien français sera à la barre pour un an renouvelable avec un objectif bien précis. L'objectif assigné, c'est avoir la meilleure participation possible à la CAN. Pour nous, la meilleure participation possible, c'est gagner la CAN. Et c'est ce que nous avons dit aux deux coachs. Nous avons une totale confiance en la compétence de ces deux personnes pour diriger notre équipe nationale et l'emmener au plus haut niveau. Voilà Aimé Jacquet. Vous savez qui est Aimé Jacquet? C'est le premier sélectionneur qui a permis à la France de gagner. Quand il prenait la France pour la Coupe du Monde de 98, 99,99% des Français étaient opposés. Parce qu'ils sortaient d'une expérience désastreuse à l'AS Nancy-Lorraine. Le dernier club entraîné par Jean-Louis Gasset est l'AS Saint-Étienne, où il fut remercié en 2019. Avec lui, Faye Emers, préféré à son compatriote Aïdara Choualio. Faye porte la tunique de l'équipe de France des U17 et remporte en 2001 la Coupe du monde de football des U17, puis est sélectionné à 6 reprises en équipe espoir de France. En 2005, il fait le choix de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire,
où il est appelé en sélection pour la première fois le 27 mars 2005. Premier test donc pour Jean-Louis Gasset avec les éléphants de Côte d'Ivoire le 3 juin contre la Zambie pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. La nouvelle administration Macron est connue. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a présenté vendredi la liste du gouvernement dirigé par Elisabeth Borne. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin conservent leur fauteuil de l'économie et des finances et de l'intérieur. Éric Dupond-Moretti continue sa mission à la justice. Pour résoudre la question de l'écologie, qui était au cœur de la campagne d'Emmanuel Macron, Amélie de Montchalin sera ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La nouvelle équipe gouvernementale doit se réunir lundi pour son premier conseil des ministres autour du président de la République et de la chef du gouvernement. Et on en parle rarement, mais c'est une question qui pose beaucoup de difficultés aux gestionnaires des ressources humaines de plusieurs entreprises, la gestion de la rémunération des salariés, le calcul de droits d'impôt, de plusieurs et encore des congés payés. Bonsoir Emmanuel Alomo-Kobenan. Bonsoir M. Drabo. Alors vous vous présentez, vous êtes auteur, vous êtes expert en gestion des systèmes de rémunération. Votre livre, Les secrets de la paix, entendez la rémunération, chers téléspectateurs, apporte un éclairage sur l'ensemble de la problématique de la rémunération. Votre œuvre, vous le présentez comme un outil qui vise à faire entrer l'excellence dans le quotidien des entreprises. Nous sommes tout de suite curieux de savoir en quoi est-ce que les systèmes de rémunération permettent à une entreprise d'atteindre l'excellence. Merci M. Drabo. D'abord, c'est quoi la rémunération? La rémunération, c'est le total des gains perçus par le salarié, que ce soit en espèces ou en nature, dans le cadre d'une relation de travail. Cette rémunération, bien entendu, est perçue donc sur un bulletin de salaire. Et derrière donc ce bulletin de salaire, il y a un travail technique qui se fait. Bien entendu, le calcul des salaires, lorsqu'il est bien fait, il vous permet bien entendu d'atteindre l'excellence. Pardon. Une petite mouche qui tente de nous mettre à mal notre conversation, mais bon, ça ne réussira pas. Allons-y, M. Kobenan. L'excellence, c'est d'abord assurer le calcul sans erreur de la paye. Le calcul sans erreur des allocations de congés. Le calcul sans erreur des indemnités de licenciement, des heures supplémentaires, des congés payés. C'est un ensemble qui doit être absolument maîtrisé par l'ensemble des techniciens, des ressources humaines. Et c'est ce qui permettra justement à l'entreprise d'atteindre l'excellence. Tout à fait. Vous abordez dans cette œuvre, Les secrets de la paix, c'est l'œuvre que je tiens, aussi la législation relative à la rémunération et à la fiscalité des salaires. Concrètement, que dit cette législation? Alors, je voudrais humainement reconnaître de façon humble que tout ce que vous avez dans les secrets de la paix ne vient pas de moi. D'accord. Tout est adossé sur des éléments que nous connaissons tous, sur le droit du travail, sur la législation du travail, sur, bien entendu, en termes d'impôts. Vous savez que la DGI, pour les questions d'impôts... La Direction générale des impôts. La Direction, bien entendu, des impôts, en termes d'impôts, nous donne les différents taux. Donc, tous les éléments que vous avez dans les secrets de la paix sont des éléments factuels, qui sont connus. Ce que nous avons fait, c'est essayer de les agencer de façon à ce que le technicien des ressources humaines puisse assurer de façon convenable la paix dans l'entreprise. Alors, comment peut évoluer le salaire de base d'un individu avec lequel un individu entame sa marche dans une entreprise? Alors, tout ça participe d'une technique. Laquelle? D'abord, je voudrais préciser une chose. Quand vous prenez un bulletin de salaire, vous avez toute l'architecture du bulletin de salaire. C'est-à-dire comment doivent être structurés les éléments sur le bulletin de salaire. Vous avez le salaire catégoriel, je dis bien le salaire catégoriel, le sur-salaire, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du salaire de base. Oui. Le salaire de base, c'est la sommation de deux éléments, c'est-à-dire du salaire catégoriel et du sur-salaire. Et bien entendu, vous avez sur votre bulletin les différentes primes et indemnités. Chaque prime sur votre bulletin
à son pesant d'or. Il doit rémunérer quelque chose qui doit être connu par l'entreprise. C'est pour ça que la première question. Nous tendons vers la fin justement de cette interview. La première question. Dites-nous, la méthode Kobena Alomo, c'est laquelle pour faire augmenter justement le salaire? Brièvement. Non, pas pour faire augmenter le salaire. Ouais. Moi, je donne les méthodes. Oui. Le secret de la paix est un ouvrage qui permet de vulgariser une certaine expertise. Ouais. Cette expertise, elle est connue. Moi, j'apporte les méthodes. Ouais. Ensuite, je donne des cas pratiques. Vous avez ici des cas pratiques qui existent dans nos entreprises. Parce que dans nos entreprises, il y a ce que nous appelons les pratiques. Pour finir. Et il y a les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Et des bonnes pratiques qui sont aussi recensées dans les secrets de la paix. Tout naturellement, très chers téléspectateurs, vous aurez l'opportunité de la voir aussi en boutique, afin donc d'assurer votre propre instruction à travers cette œuvre. Merci beaucoup, M. Kobena, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis à la rédaction et à la régie. Très bonne suite de programme.